Bienvenue dans le débat de France 24. C'est un lundi noir sur les bourses après plusieurs semaines de baisse dues au coronavirus et aux craintes que fait peser l'épidémie sur la croissance. Voilà qu'à leur tour, les cours du pétrole s'effondrent dans des proportions inédites depuis la première guerre du Golfe. Victime des calculs des pays producteurs, quand la politique s'invite dans un contexte déjà propice à la crise, le cocktail est détonnant et menace de faire dérailler l'économie mondiale. Est-ce un krach boursier auquel nous assistons? Sommes-nous à la veille d'une grande dépression? On en débat avec Anna Créti, professeure d'économie à Paris-Dauphine. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Avec également Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Bonjour Pascal Boniface, l'Institut des relations internationales et stratégiques et auteur entre autres de La géopolitique aux éditions Erol. Et puis avec également Mathieu Ozano, directeur du Shift Project, un groupe de réflexion sur la transition énergétique, auteur d'Or Noir aux éditions La Découverte. Et puis également, d'un blog d'ailleurs, aussi Oilman sur lemonde.fr. Et puis également avec nous en duplex, cette fois de Beyrouth, c'est Karim Sader, politologue et consultant spécialiste du Golfe. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Mais d'abord, retour sur le détonateur de cette crise. C'était vendredi au siège de l'OPEP à Vienne. Récit de Florent Rodeau. Depuis 2017, l'OPEP, dont l'Arabie Saoudite est le chef de file et 10 autres producteurs de pétrole menés par la Russie, s'entendaient pour soutenir les cours du brut. Une entente Riyad-Moscou dont le but était de réduire la production mondiale. Mais en fin de semaine dernière, fait inédit depuis plus de 3 ans, la Russie indique qu'elle ne va pas suivre la feuille de route tracée par l'Arabie Saoudite. Moscou, qui est le deuxième producteur de pétrole au monde, le sait. Son économie peut supporter à court terme des prix de l'or noir bas. Les Russes sont très opposés à la base à cette réduction parce que ça veut dire que ça laisse les Américains avec le pétrole de schiste avoir une plus grande part de marché. Et en plus, les Russes sont très mécontents évidemment des sanctions sur leurs producteurs de pétrole. Avec ce pétrole de schiste, les États-Unis, devenus un acteur majeur du marché des hydrocarbures, pèsent désormais de façon permanente sur les prix de l'or noir. Le souhait de Washington, concurrencer le gaz russe dans son précaré européen. C'est la raison pour laquelle, en 2019, la Maison-Blanche a pris des sanctions à l'encontre d'entreprises engagées dans la construction du Nord Stream 2, un gazoduc essentiel pour accroître les livraisons russes vers l'Europe. Ralenti dans son projet par ces sanctions américaines, Moscou signe donc sa contre-attaque en refusant de baisser son nombre de barils quotidiens. Son objectif, affaiblir les producteurs américains de pétrole de schiste, dont la viabilité financière serait fragilisée par une longue période de prix bas. Anna Créti, on va tout de suite poser la question que d'ailleurs se pose la fin de ce reportage. Jusqu'où peuvent baisser les prix sans pénaliser les producteurs américains de pétrole de schiste? En général, il y a une sorte de prix plancher qui reflète un peu les coûts des technologies qui sont celles typiques des États-Unis, donc celles de pétrole de schiste, qui sont entre 30 et 35 euros pour le baril. C'est des estimations qui peuvent donner une idée de est-ce qu'on est plus ou moins près de ces points de break-even. Ça veut dire que jusqu'à ce point, les producteurs américains ont la capacité de continuer à se maintenir et de produire massivement. Disons que c'est après un secteur qui est organisé d'une façon très différente par rapport à celui des grands producteurs traditionnels. Il s'agit d'entreprises qui ont des tailles moyennes, voire petites, donc qui peuvent être à la fois plus sensibles à la baisse du prix des pétroles, mais aussi plus résilientes. Donc il faut voir à quel point on les met en crise. En quelques années, les États-Unis se sont invités à la première place mondiale, un premier producteur mondial de pétrole. C'est ça la raison fondamentale de cette crise, Pascal Boniface. Washington cannibalise le marché du pétrole. Ah oui, effectivement, parce qu'ils étaient auparavant à 4 millions de barils le jour. En 2010, ils en sont à 13 millions. Ils sont devenus le premier producteur d'or noir, doublant l'Arabie Saoudite et la Russie. Et donc, c'est déjà une concurrence terrible pour la Russie. Mais en plus, avec les interdictions qu'ils veulent faire sur l'exportation de gaz russe vers l'Europe et l'espoir de conquérir ce marché européen, qu'ils ne fassent pas les gazoducs pour que ce soit plutôt du pétrole et du gaz de schiste américain qui soient vendus un peu par injonction géopolitique en disant n'achetez pas du pétrole et du gaz à la Russie qui est une menace militaire. Là, c'est un défi fondamental pour la Russie. Et si Moscou peut agir pour balayer quelques entreprises américaines et qu'il y ait quelques faillites, il va y avoir des faillites au Texas et donc ça sera une victoire. Moscou est capable de faire le dos rond par rapport à cet objectif majeur qui est de ne plus subir de façon trop durable la concurrence du pétrole et du gaz de schiste américain.
Karim Sader, les États-Unis, d'une certaine manière, c'est l'arroseur arrosé. Ils payent ou ils risquent de payer demain le prix des difficultés qu'ils ont fait subir à d'autres en tant qu'acteurs disruptifs sur ce marché du pétrole. Oui, d'ailleurs, on a beaucoup parlé ces derniers jours des conséquences donc de ce qui s'est passé, en tout cas lors de la réunion de Vienne, et on a présenté souvent les choses, et à mon sens à tort, comme une rivalité qui va avoir lieu entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Moi, je pense qu'au contraire, l'Arabie Saoudite va également jouer le jeu d'un prix du baril bas pour également concurrencer les États-Unis. Évidemment, c'est beaucoup plus sous-jacent au niveau des Saoudiens, parce que c'est quand même l'allié américain, on parle de l'allié américain. Mais il ne faut pas oublier que la révolution, ce qu'on a appelé la révolution du shale oil, des énergies non conventionnelles, a ébranlé la sacro-sainte alliance entre Riyad et Washington, depuis le Quincy Pact de 1945, donc entre Ibn Saoud et Roosevelt, et justement le fait qu'on ait assisté à cette émergence des États-Unis qui deviennent maintenant Saudi America, comme on l'appelle, a énormément fait grincer des dents les Saoudiens qui jouent le jeu tout en également se lançant dans un bras de fer avec les Russes. On va revenir sur les aspects, la dimension géopolitique complexe de ces relations, Mathieu Ozano, mais un prix du pétrole bas, est-ce que ce n'est pas avant tout une bénédiction pour les pays importateurs qui sont quand même une majorité des pays de la planète qui importent du pétrole? Oui, certes, on peut s'attendre à avoir des prix à la pompe qui vont sinon se stabiliser, en tout cas, ou baisser dans les semaines qui viennent. Ces pays consommateurs de pétrole, ils ont signé un bout de papier qui s'appelle l'accord de Paris, dans lequel ils s'engagent à sortir du pétrole. Là, on a des conditions... Ça réduit l'incitation à sortir du pétrole à un coût du pétrole bas? Au contraire, un pétrole pas cher, c'est une incitation à en consommer plus. Oui, donc ça réduit l'incitation à sortir du pétrole, c'est ce que je vous demandais. Oui. Tout à fait. Mais on est dans un contexte qui est paradoxal à de multiples égards. Tout part du coronavirus et de la Chine, dont la consommation de pétrole s'est effondrée parce que l'économie chinoise est au ralenti, parce que les Chinois se déplacent beaucoup moins. Et donc, ils ont diminué d'à peu près d'un tiers leur consommation de brut, ce qui est absolument colossal à l'échelle du marché pétrolier. C'est 4 millions de barils jour en moins sur un marché qui représente une centaine de millions de barils. Donc, on a un contexte de très forte pression sur l'ensemble des pays producteurs. Donc il y a le jeu géostratégique, mais il ne faut pas perdre de vue qu'en fait là, les Saoudiens ont lancé une guerre des prix tous azimuts. En fait, tout le monde est en concurrence pour les parts de marché. Il y a une rivalité, certes, vis-à-vis du pétrole américain, mais il y a une rivalité entre les Saoudiens et les Russes qui est en train de se jouer. Il ne faut pas perdre de vue que Saoudiens et Russes faisaient front commun pour éviter ce qui vient de se produire, c'est-à-dire un effondrement des cours du baril depuis 3 ans. La Russie était quasiment devenue un membre à part entière de l'OPEP. Et là, Mohamed Ben Salman, le régime saoudien, a renversé la table de poker en lançant une guerre des prix tous azimuts, dans laquelle peut-être que les Saoudiens sont relativement mieux armés que d'autres. Mais peut-être qu'ils se voient un peu trop beau jeu, parce qu'ils ont des réserves de change, mais ils sont aussi très vulnérables à une durable baisse des cours du baril. La tentation était trop forte, Pascal Boniface, il fallait être le premier à augmenter la production? Oui, mais surtout on voit un peu la façon dont le prince héritier, Mohamed Ben Salman, gère son pays, par quand même une très grande impulsivité. Qu'il s'agisse de lancer une guerre au Yémen, qu'il s'agisse d'éliminer un opposant journaliste dans des conditions dramatiques, ou de faire entendre raison à la famille élargie pour que la succession se passe le mieux possible. On peut dire qu'il a joué effectivement avec des grands coups de poker, des gestes très brutaux qui parfois quand même vont plutôt agir en sa défaveur. Et là, on peut se demander s'il n'aurait pas été plus prudent de sa part de conserver une alliance avec Moscou qui fonctionnait assez bien. Et là, il apparaît isolé, il apparaît en fragilité. Parce qu'effectivement, Aramco et aussi la grande société saoudienne est atteinte par la baisse du prix. Or, il voulait la privatiser pour alimenter un fonds de modernisation. On peut dire que tout son projet Arabie 2030, on sort de la pétrole, on utilise l'argent du pétrole pour sortir du pétrole,
pétrole, tout ceci est remis en cause. Et donc Mohamed Ben Salman est dans une très grande position de fragilité aujourd'hui. C'est lui qui a rompu le consensus. On dit que c'est Moscou qui n'a pas voulu finalement continuer de suivre sur le maintien des cours et donc la baisse de la production. Oui, enfin parce qu'ils ont défendu leur intérêt, ils ont considéré qu'ils avaient là une fenêtre d'opportunité pour attaquer l'industrie pétrolière américaine, que pour des raisons qui ont été indiquées, c'est moins tentant pour les Saoudiens de le faire, parce qu'à la fois, bien sûr, ils subissent cette concurrence du pétrole et du gaz de schiste, qui vient les priver des marges de manœuvre qu'ils avaient, qui vient un peu miner cette relation entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, mais en même temps, il y a Trump, il y a aussi un président qui est là pour encore quelques temps. Ils veulent aider pour pouvoir maintenir une très solide alliance entre Riyad et Washington. C'est lourd de conséquences, ça, c'est pour les pétromonarchies du Golfe, Anna Chrétien. Et on dit qu'elles ont basé leur perspective de budget sur des cours du pétrole compris entre 50 et 60 $ le baril. Oui, en général, on parle de double dépendance parce que c'est vrai qu'on regarde toujours les points de vue des pays importateurs, mais les pays exportateurs, pour une grande partie d'entre eux, sont aussi dans cet effet de lock-in. Donc, il y a, tout à l'heure, je parlais de prix plancher, là, c'est l'inverse. C'est un peu l'idée de dire qu'entre 50 et 60 €, c'est une sorte d'équilibre mondial qui peut s'établir où plus ou moins tous les producteurs de pétrole, disons les traditionnels, arrivent à trouver leur équilibre financier. Certes, ce panorama aujourd'hui est plus que bousculé et en plus de mettre en avant la position un peu particulière de l'Arabie saoudite, il s'intègre aussi dans un enlisement progressif de l'OPEP qui n'a plus la force qu'elle avait il y a 5 ans. Donc les positions dont on vient de parler n'auraient pas pu être imaginées il y a 5 ou 6 ans. Karim Sader, on a assisté vendredi à la mort de ce qu'on appelait l'OPEP+, la Russie. Non, je ne le pense absolument pas. Je pense qu'on est face à quelque chose d'assez conjoncturel. Je voudrais juste quand même rebondir sur tous les points qui ont été soulignés sur le plateau. Je suis d'accord avec Pascal Boniface. Effectivement, il faut bien insister sur l'impulsivité dans la façon de gouverner de MBS. Et effectivement, il a voulu s'imposer face au camouflet que lui a infligé la Russie à travers le ministre du pétrole, Alexander Novak. Ceci dit, je voudrais quand même relativiser l'impact que cela pourrait avoir sur l'Arabie saoudite. Et si on regarde de plus près le rapport coût-avantage de cette décision donc d'augmenter le niveau de production et donc d'encourager la baisse des prix, si on y regarde de plus près, le rapport coût-avantage peut aussi être assez favorable à Mohammed Ben Salman. Déjà, un premier point, la chute des cours du baril va affaiblir le premier rival de l'Arabie saoudite, qui est l'Iran, déjà ébranlé donc, à travers les sanctions économiques, par une contestation sur le plan interne et encore plus sur le plan géopolitique par le vent de révolte qui souffle à travers tout le dispositif régional iranien de Beyrouth à Téhéran en passant par Bagdad. Donc la série de manifestations à laquelle on assiste depuis des mois. Donc tout ça va affaiblir encore plus l'Iran. On a parlé également de l'affaiblissement des concurrents texans aux États-Unis, donc on a assez insisté là-dessus. Et dernier point sur le plan interne, cela va justifier un niveau de baril bas, et certes toujours une mauvaise nouvelle pour la politique budgétaire saoudienne, mais c'est également un moyen de justifier les mesures drastiques qui ont été prises d'austérité sur le plan intérieur, comme la suspension de la subvention de l'essence et de l'électricité ou l'instauration de la TVA à 5%. Donc quelque part, un niveau de baril bas justifie ces mesures d'austérité. Mathieu Ozano, c'était Warren Buffett, je crois, qui avait coutume de dire quand la marée baisse, on voit ceux qui nageaient sans dessous de main. Hein. Oui, ben alors là, on va voir. On va voir ceux qui ont présagé de leur force. On va voir. On va voir si les Saoudiens ont les reins aussi solides, parce que c'est un jeu économique, mais c'est aussi un jeu géostratégique. Je pense que y a beaucoup de gens qui sont en colère aujourd'hui contre l'Arabie Saoudite, beaucoup de gens puissants. Il faut voir l'évolution des cours de bourse mondiale aujourd'hui. Il ne faut pas perdre de vue que l'industrie pétrolière est la première industrie du monde. Aux États-Unis, c'est une industrie qui pèse extrêmement lourd, et pas seulement au Texas. C'est à peu près un tiers des capitaux investis dans la production qui va dans l'industrie énergétique et largement dans le pétrole et le gaz. Donc ils vont être les premières victimes, concrètement, de cette baisse des cours. Ce qui est certain, c'est que l'Arabie Saoudite vient de balancer une bombe atomique qui va avoir des effets de répercussion
absolument multiples. Un geste inconsidéré, comme a l'air de le dire Pascal Boniface. Je pense pas. En tout cas, c'est un geste hardi. On peut dire que c'est un coup. Si c'est un coup d'échec, ça consiste à renverser pas mal de pièces au centre de l'échiquier, ou en tout cas à secouer l'échiquier très fort. Et Vladimir Poutine a des protections face à une évolution comme ça. Les producteurs pétroliers américains ont des protections contre des évolutions comme ça. Il y a des garanties qui ont été passées sur les prix du baril, de façon à ce qu'on continue, et en cas de défendrement comme ça vient de se produire, de pouvoir être payé à un niveau supérieur. N'empêche que, si on regarde l'évolution des cours de bourse aujourd'hui, si on voit l'évolution des cours du rouble, le pétrole permet d'acheter la paix sociale dans un grand nombre de pays producteurs. Le pétrole aux États-Unis constitue une industrie très importante. Il ne faut pas oublier que puis on parle du lien géopolitique-économie, il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'administration Trump, le patron de la diplomatie était le patron sortant d'Exxon, donc la grande compagnie pétrolière américaine. On a quelque chose qui est historique, qui s'est produit ce week-end. On ne sait pas d'ailleurs très clairement jusqu'à quel point qui a allumé la mèche, parce que les Russes ont dit dans un premier temps qu'ils voulaient avoir un peu de temps pour examiner les conséquences sur la demande du coronavirus. Ce qui est sûr, c'est que M. Ben Salman y allait très très fort là, dans sa réaction. Peut-être la Russie, elle a les moyens de supporter aussi durablement un cours du pétrole bas, alors que son économie croît de 1,3%, c'est-à-dire qu'elle stagne quasiment aujourd'hui. Oui, sur plusieurs mois, c'est tout à fait supportable pour Poutine, qui pourra justifier par rapport à sa population le fait que les mesures supplémentaires d'austérité ne sont pas de son fait, elles sont dues aux circonstances exceptionnelles, et ils peuvent résister à cela. C'est beau. Mais ce que ça aussi montre, c'est que finalement, le côté quand même tout à fait irrationnel des marchés. Parce que là, on est quand même dans un peu du grand n'importe quoi. Moins 10% aujourd'hui en gros. Voilà. Et donc, en fait, c'est des anticipations sur des anticipations. Et donc, vous avez des acteurs géopolitiques comme le roi d'Arabie Saoudite ou Poutine qui ne prennent des décisions, mais ils ne peuvent pas anticiper totalement la réaction des marchés. Et là, on voit bien que cette réaction, elle est quand même largement irrationnelle. C'est que l'économie internationale ne s'est pas effondrée à ce point en si peu de temps. Et que ça va forcément rebondir. Mais on voit ces mouvements de yo-yo qui sont complètement irrationnels, faits par même avec décision. le coronavirus. Oui, fait par des acteurs quand même qui sont censés avoir tous les éléments, mais qui en fait agissent très souvent dans la panique et dans le manque d'anticipation sur le long terme. Anna Créti, vous trouvez vous aussi que la réaction des marchés aujourd'hui, des places boursières qui perdent entre 8 et 12%, c'est irrationnel, ça ne reflète pas la réalité? Disons que les marchés boursiers a cette caractéristique d'amplifier toute forme de déséquilibre et toute forme de mauvaise anticipation. Ça fait 2 semaines et demie que ça dure la baisse quand même. Hein. Oui, mais 2 semaines et demie par rapport à un marché mondial et à l'importance du pétrole dans le monde, ça n'a pas. C'est quand même encore du court terme. Je pense qu'il y a cet effet vraiment nuisible de télescopage de la crise sanitaire mondiale et justement ces actions qui étaient effectivement non anticipées, et la réaction donc des cours boursiers. Après, c'est les pétroles, il faut voir si les autres matières premières suivent, et il faut voir déjà les marchés du gaz et tous les substituts qui peuvent s'activer ou suivre ou pas. Mathieu Ozano. Je ne sais pas s'ils sont. Je m'interroge sur le fait de savoir à quel point la réaction des marchés est irrationnelle. La croissance mondiale, ce qui tire la croissance mondiale, c'est la Chine. On voit que c'est compliqué en Chine, y compris vis-à-vis du marché pétrolier. Je me demande jusqu'à quel point les marchés financiers ne résistaient pas. On avait déjà un doute sur un éventuel ralentissement avant le coronavirus. On n'était pas en train de résister à un mouvement de panique totale qui est cette fois déclenché par une guerre des prix sur, je le répète, la plus grosse industrie mondiale. On va en reparler dans un instant, les conséquences notamment de ce que nous disent les prix du pétrole. Est-ce forcément une mauvaise affaire? Tout cela, on tentera d'y répondre dans la deuxième partie du débat. C'est dans quelques minutes. Et on continue de débattre de la chute des bourses aujourd'hui sur fond d'effondrement des cours du pétrole et de coronavirus, avec toujours à mes côtés Anna Créti, professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine, avec Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, Mathieu Ozano, directeur du groupe de réflexion sur la transition énergétique Shift Project, et avec Karim Sader en duplex de Beyrouth, politologue et consultant. Karim Sader, a priori, un cours du pétrole bas, en quoi est-ce préjudiciable à la croissance? Ça devrait être plutôt une bonne nouvelle, non?
Ça dépend, effectivement. Ce que les Saoudiens ont fait, en tout cas, c'est renégocier les prix à la baisse de leur contrat actuel, justement en tablant sur une relance de la demande en Occident. Ce qui est d'ailleurs, au niveau de l'environnement, n'est pas une bonne nouvelle. Ça a été d'ailleurs relevé par les observateurs. Donc, c'est encore une fois, c'est à double tranchant. Pour l'Arabie Saoudite, qui est ou les pays du Golfe de manière générale, qui est le sujet sur lequel je suis plus focalisé, encore une fois, c'est une manière de justifier une transformation ou une évolution de leur économie pétro-rentière vers une modernisation, donc, et qui passe par, comme on le sait, des politiques très impopulaires, des mesures d'austérité, etc., la fin, la découpe de subventions. Donc c'est quelque chose qui finalement est plus justifiable, passe mieux lorsqu'on est en période de cours qui sont en chute. Pascal Boniface, c'est également quelque chose qui est beaucoup mieux. Oui, allez-y. Pardon, allez-y. Non, Pascal Boniface, intuitivement, on se dit que ça devrait jouer à l'inverse finalement du choc de 1973, provoqué déjà à l'époque par ces pétromonarchies du Golfe. Cette fois, c'est une baisse du cours qu'elle provoque elle-même. À la fois, on s'interroge sur le sens de leur geste, et en même temps, on se dit que ça ne peut être que profitable, puisqu'à l'époque, ça avait été néfaste pour l'économie mondiale. Oui, mais entre-temps, les économies sont beaucoup plus imbriquées. Et donc, si l'économie de ces pays chute, c'est aussi moins d'exportation pour la France, moins d'exportation pour les pays européens qui vont vers cela. Et donc, il y a une interprétation des économies, ce qui fait que les marchés aiment bien la stabilité. Ces coups d'accordéon où le baril passe de $90 à $30, c'est mauvais. Aussi bien les poussées très fortes que les chutes dramatiques sont finalement pas une très bonne nouvelle, y compris pour les pays consommateurs, qui sont certes moins déstabilisés que les pays exportateurs, mais qui le sont quand même également par cela. Et en fait, la bonne solution, c'est effectivement un marché stable, avec un prix d'équilibre qui permet... Bon, et là, on ne le voit plus, parce que plus personne ne contrôle rien, et que finalement, par rapport aux difficultés doubles, à la fois géopolitiques, sanitaires, eh bien, c'est un peu sauf qui peut. Sauf qui peut, c'est chacun pour soi. Il n'y a plus de concertation. Et donc, les quelques règles de dire on a quand même des intérêts communs, nous, producteurs de pétrole, ou nous, consommateurs, toutes ces règles-là semblent être jetées par-dessus bord. Et c'est chacun qui réagit un peu. Rappelez-vous, la crise de 29, c'était aussi des pays qui pensaient qu'ils devaient s'en sortir, que la solidarité avec les autres était une pénalité, non pas un avantage. Et donc là, le fait que les uns et les autres tirent chacun dans leur sens, sans trop se préoccuper des intérêts des autres, n'est pas forcément une bonne nouvelle et va plutôt encore agiter dans les jours qui viennent. Anna Créti, le marché pétrolier a fonctionné plutôt sur la base du consensus depuis 2016-2017. C'est ce qu'on avait observé. C'est remis en cause d'après vous aujourd'hui? Je pense qu'il y a des frictions qui sont effectivement déterminées par les rôles très particuliers de relation entre Russie et États-Unis. Mais je pense que là, on est en train aussi de faire quelques confusions. Il y a plusieurs phénomènes et plusieurs temps de réaction. Alors, il y a effectivement la réaction boursière qui détermine les cours du pétrole. Le pétrole est une matière première extrêmement financiarisée. Donc, c'est qu'on échange, c'est qu'on dit avoir perdu autant de dollars en 15 jours. Attention, ce n'est pas vraiment le pétrole qui sert vraiment de moteur de l'économie. Il y a donc les relations géopolitiques. Donc, en gros, cette baisse, elle n'a pas encore eu le temps d'avoir une incidence sur les entreprises. Disons que la structure de l'économie ne change pas en 15 jours. Et ça, c'est aussi la différence par rapport aux crises des années 70 et ce que vous avez cité encore avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, disons que le rôle du pétrole est très différent. Juste le fait de dire, oui, on utilise le pétrole pour les transports routiers, c'est une pénétration en fait du pétrole très différente dans l'économie. Et avant de changer vraiment la structure de cette économie et de pouvoir dire, ouais, il y a des gagnants et des perdants, je pense que voilà, il y a des phénomènes structurels qui sont plus longs, qui demandent après plus d'efforts et plus d'analyse après pour pouvoir en tirer des conclusions. Donc on n'en est pas encore à dire que c'est l'ère du pétrole pas cher, en tout cas à la pompe ou pour les entreprises. Ça peut passer par là, mais je ne suis pas sûre qu'on se retrouve ici dans 2 mois et on aura le même prix. Et le pétrole termine en baisse de 25% à New York à $31 le baril. C'est un prix qui va être durablement bas, d'après vous, Mathieu Ozano, ou c'est juste un soubresaut? Ça, c'est la question à $100 ou $30 le baril. Ce qui est certain, c'est que la demande, on peut revenir à des basiques de l'analyse économique, la demande de pétrole
avec ou sans le coronavirus, est plutôt déprimé. C'est ce que disait l'Agence internationale de l'énergie pour 2020. Oui, Elle oui. annonçait une baisse, effectivement. Ce qui dit quelque chose de, tant qu'on n'est pas sevré de pétrole, le pétrole reste malgré tout, en tout cas pour les transports, un peu comme le système sanguin de l'économie. Vous ne pouvez pas faire venir grand-chose de Chine sans pétrole. Le fait même que la demande de pétrole soit déprimée, que sa croissance soit faible, ça dit beaucoup de la conjoncture économique générale. Puisqu'en fait, si vous regardez sur le temps long, demande de pétrole et croissance du PIB évoluent quasiment de manière proportionnelle. Donc en fait, on a en deçà de ça une tendance au ralentissement de la croissance économique qu'on connaît depuis plusieurs années, la Chine étant la dernière locomotive de cette croissance, et on voit non seulement avec la crise du coronavirus, mais sa capacité à rebondir au-delà de cette crise qui va être très problématique, parce que l'économie chinoise ne va pas redémarrer comme ça d'un coup de baguette magique, ça va être compliqué. Donc je pense qu'il y a des anticipations aussi de la part des acteurs financiers, dont beaucoup ont beaucoup d'investissements dans le pétrole, qui sont très pessimistes aujourd'hui. Mais cette baisse des cours là aujourd'hui, c'est plus un symptôme qu'une cause du retournement de l'économie mondiale. Ah non, je dis pas que non, là je rejoins, Oui. je dis pas qu'il y a un retournement. Non, pour qu'on comprenne bien, parce qu'on a l'air d'en Non, parler il y a comme une un catastrophe. C'est une contexte. catastrophe dans ce qu'elle nous annonce de l'économie mondiale, mais pas en tant que telle. Non, mais on est l'économie mondiale. déjà dans un contexte extrêmement problématique. L'économie n'a jamais été aussi endettée. On a quand même une situation paradoxale. On a des taux d'intérêt négatifs. On est toujours dans le monde post-2008. L'économie est toujours en convalescence depuis la crise de 2008. Voilà. Et pourtant, on rebaisse déjà à nouveau les taux. C'est ce qu'a fait la Réserve fédérale américaine qui les a baissés d'1,5 point. Ça devrait nous inquiéter, ça ? Disons qu'il faut voir si ces taux, quel est l'impact que maintenant ça va avoir sur les marchés. Elles ont encore des marges de manœuvre, ces banques centrales ? On a l'impression pense qu'elles ont que- épuisé tous les moyens, conventionnels et non conventionnels. Non, il y a encore des marges de manœuvre. Après, en Europe, c'est pas tout à fait la même chose parce que nous avons des réglementations prudentielles aussi qui vont empêcher d'aller aussi bas. Pascal Boniface, en tout cas, on a le sentiment que ça commence déjà à... Cette baisse toute fraîche, mais très forte des cours du pétrole, elle présage d'une reconfiguration des relations entre ces grands pays, ces grandes puissances que sont la Russie, les États-Unis et l'Arabie saoudite. Alors, on n'ira pas jusqu'à parler d'un triangle stratégique, mais on voit bien qu'il y a eu des rapprochements un peu contre nature ces dernières années entre Arabie saoudite et Russie, peut-être aux dépens des États-Unis, même si on a du mal à analyser la politique de Donald Trump et ce qu'il souhaite. Et là, ça pourrait changer profondément les choses. Il n'est pas sûr que la brouille entre Riyad et Moscou soit durable. Ils peuvent très bien avoir intérêt à se réconcilier. Poutine est avant tout un pragmatique. S'il pense qu'il a intérêt à se réconcilier et d'être un peu le maître du jeu au Proche-Orient. Pour l'instant, la Russie est le seul pays au Proche-Orient qui parle avec tous les acteurs, Israël, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Qatar, etc. Et donc, il a là un jeu qui était extrêmement profitable. Bien sûr, le point essentiel, ce sont les relations entre les États-Unis et la Russie, puisque la réconciliation entre Trump et Poutine, que Trump avait annoncé, n'a pas eu lieu, parce qu'il est bloqué par le Congrès, que lui-même est en campagne électorale, que l'appareil sécuritaire américain est très hostile à tout cela, et que donc il n'y a pas eu les gains escomptés par Poutine, la levée des sanctions, voire même elles ont été aggravées depuis que Trump a été élu président. Et donc ça ne plaît évidemment pas à Poutine. Et ce que peut faire Poutine, même s'il n'a pas à choisir, parce qu'il n'y a pas pour l'instant, contrairement à ce qui était dit en 2016, il n'y a pas un bon candidat qui serait un démocrate ou un républicain, contrairement aux républicains, mais en tous les cas, il sait qu'il peut faire pression sur Trump parce que la dégradation de la situation économique américaine d'ici novembre 2020, eh bien, ça sera quand même un carton jaune pour Trump, qui pour l'instant base l'essentiel de sa campagne électorale sur l'économie marche bien, je suis aux commandes, jamais le pays n'a été aussi prospère, jamais le pays n'a été aussi respecté dans le monde. Et donc là, c'est un peu plus compliqué, et Poutine voit effectivement un point de faiblesse de la part des États-Unis, et il adore jouer sur la faiblesse de ses rivaux. On va peut-être aller voir quand même Karim Sader juste pour un moment, parce que là, c'est vrai qu'à la faveur de cette crise, et quand on lit effectivement les raisons sous-jacentes finalement de ce qui s'est noué au sein de l'OPEP vendredi dernier, mais finalement on découvre un autre visage de la politique étrangère américaine, de ce qu'on imaginait depuis l'arrivée de Donald Trump, à la fois une diplomatie américaine, comme vient de le dire à l'instant Pascal Boniface, beaucoup plus dure qu'on l'imaginait vis-à-vis de la Russie, avec ces sanctions qui ont pesé sur les groupes pétroliers russes au point d'excéder les Russes, et puis cette production également de pétrole de schiste qui fait des États-Unis un rival direct de la Russie. Et puis de l'autre côté, c'est ce qu'on imagine être un partenariat extrêmement fort entre Donald Trump et Mohamed Ben Salman, qui d'ailleurs, Donald Trump avait réservé sa première visite, à peine élu en politique étrangère, à l'Arabie saoudite. Et bien on s'aperçoit qu'en réalité, depuis quelques années, l'Arabie saoudite s'était considérablement rapprochée
non pas des États-Unis, mais de la Russie. Alors, est-ce qu'on s'est trompé sur toute la ligne, Karim Sader? Non, parce qu'il ne faut pas en fait voir les relations entre ces trois concurrents comme quelque chose, y voir quelque chose de figé. Que ce soit la relation entre l'Arabie Saoudite et Donald Trump. Alors on a parlé des relations personnelles entre Trump et MBS, avec la famille à côté, le gendre Kushner, etc. Mais on sait très bien que Donald Trump, c'est d'abord un businessman. Et si vous arrivez à trouver une lisibilité, ou en tout cas une continuité dans la politique étrangère ou la politique la géopolitique menée par Donald Trump, je vous félicite. C'est quelque chose qui est vacillant. Et qui va au gré des intérêts. C'est un businessman donc qui va aller essayer de marquer des points. Voir que l'Arabie Saoudite et les États-Unis sur ce coup-là sont pieds et poings liés, c'est une erreur. Et je pense et j'insiste là-dessus, on a trop parlé de cette réunion de Vienne comme le début d'une concurrence et d'un bras de fer entre Riyad et Moscou. Moi, je pense que ces deux acteurs sont beaucoup plus en connivence qu'ils n'en paraissent. Et d'ailleurs, c'est dans leur intérêt de ne pas montrer une certaine, en tout cas du côté saoudien, de montrer une certaine hostilité à la politique américaine. Donc il y a cette ambiguïté qui, on l'a bien vu, Trump a soutenu le MBS dans tout ce qu'il a fait, mais en même temps, on voit bien qu'il continue à soutenir le Qatar, par exemple, et il n'a pas lâché le Qatar pour les beaux yeux de MBS. Donc Trump ne fera jamais ce qui est seulement dans le seul intérêt de Mohammed Ben Salman, c'est certain. Anna Créti, beaucoup plus pragmatique finalement, Donald Trump, que ses coups de menton le laissent supposer, ou en tout cas contraint par un appareil d'État qui a des relations profondes avec un certain nombre de pays. Oui, disons que tout à l'heure, comme on disait, le bilan de Trump, n'oublions pas qu'il y avait quand même une devise très importante, c'est America First. Donc on a là un paradoxe. D'une part, un président des États-Unis qui a commencé son mandat en disant effectivement, moi je vais réinvestir et tout faire pour que les États-Unis soient indépendants du monde, pour qu'on ait notre propre économie, notre propre levier de compétitivité, mais via ces liens assez pernicieux d'une part des marchés financiers et d'autre part de la production de pétrole et de gaz de schiste, se retrouve quand même à devoir agir en plus de ces devoirs politiques avec de nombreux pays de l'autre côté du monde, et avec un bras de fer qu'il conduit selon justement les moments, les opportunités et les coûts en fait qu'il veut donner. Donc c'est vrai que si d'une part il a été opposé à la Russie, il va derrière négocier avec le Qatar, parce que via la pression que le Qatar pourra faire sur l'Arabie Saoudite, on va éventuellement avoir une fenêtre d'opportunité pour défendre ce qui l'intéresse à la fin, l'intérêt économique américain. Donc parfois il arrive à mettre en œuvre cette stratégie directement, parfois c'est des coups de pied dans l'eau, parce que il y a d'autres équilibres qui ne dépendent pas que de ses décisions. Mathieu Ozano. Ouais, c'est un ministre français des années 70 qui disait que le pétrole était une denrée qui avait une forte composante géopolitique et accessoirement une puissance énergétique. C'est peut-être intéressant, pour essayer de comprendre le jeu de Trump, c'est peut-être intéressant de faire un parallèle historique. Là, on est en train de rentrer dans ce qu'on pourrait appeler peut-être potentiellement un contre-choc pétrolier. Les chocs pétroliers, c'est quand le baril s'envole. Un contre-choc, on en a connu un au milieu des années 80. Là, c'est lorsque le prix du baril s'effondre. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé, justement ? Voilà, et c'est intéressant. À cette époque-là, donc c'était l'administration Reagan. Le vice-président était un certain George H.W. Bush. Il était allé... Alors, qui était porté par l'industrie pétrolière américaine, il était allé à Riyad, en Arabie Saoudite, au plus fort du contre-choc, pour demander au roi d'Arabie Saoudite de fermer les vannes, pour sauver l'industrie pétrolière qui, dans le sud des États-Unis, a un rôle économique très important et un poids politique fondamental. Donc on va voir. Je voulais juste rappeler le fait que... Oui, non, mais Trump a choisi pour première tête de pont de sa diplomatie, et en particulier pour se rapprocher de Poutine, Rex Tillerson, qui était le patron d'Exxon. Donc on va voir.
Pascal Boniface. Oui, effectivement, les États-Unis ont des moyens de pression sur l'Arabie saoudite qui sont très conséquents. Les Saoudiens étaient désespérés de voir Obama se rapprocher de l'Iran. Trump leur a accordé les sanctions contre l'Iran, le fait d'étouver ce rival systémique à leur porte. Et donc, ils n'ont pas grand-chose à refuser à Washington, surtout dans cette période de fragilité du pouvoir saoudien. La contre-assurance américaine, elle est plus nécessaire que jamais pour Riyad, du fait de cette fragilité du pouvoir saoudien, parce que c'est vraiment l'un des rares points d'appui. S'il n'y avait pas eu l'appui américain lors de la tempête Khashoggi, mais MBS, ça serait quand même beaucoup plus mal sorti. Donc là, il sait qu'il y a un allié qui ne le mettra jamais en cause, parce que les Saoudiens sont capables d'acheter beaucoup de matériel aux États-Unis et que c'est le seul critère qui vaille aux yeux de Trump. On a vu Karim Sader, Mohamed Ben Salman ces derniers jours se livrer à l'une de ces purges dont il a le secret, jusqu'au sein de sa propre famille d'ailleurs. Le pouvoir saoudien, il pourrait être déstabilisé dans les prochains mois par ces soubresauts justement sur le marché du pétrole qu'il a en partie lui-même provoqué. Non, je ne pense pas. Il a suffisamment verrouillé l'espace politique saoudien jusqu'à instaurer une véritable autocratie, une personnalisation du pouvoir, ce qui n'existait pas en Arabie saoudite avant, puisque c'était une famille régnante avec de nombreux princes qui certes était un régime autoritaire, mais qui gouvernait de manière consensuelle. Donc on a vu justement le dernier épisode que vous avez souligné de Purge, où il a enfermé Mohamed Ben Naïf, MBN, qui était son principal rival, qui est son cousin. Donc il est aujourd'hui sûr, je pense que cette purge, c'est le dernier pas avant son intronisation qu'on pense, moi à mon sens, assez imminente, sachant l'état de santé de son père qui est dans un état assez difficile, enfin qui en tout cas ne gouverne pas, et donc il va se poser la question prochaine de son intronisation. Donc il écarte une bonne fois pour toutes ses rivaux potentiels. Et je ne pense pas du tout que, au risque de me répéter, que comme je vous le disais, un cours du pétrole bas va justifier ces mesures d'austérité. C'est certain qu'il va y avoir un impact sur ces chantiers pharaoniques dans le cadre de sa vision 2020, mais l'Arabie saoudite a déjà des ressources financières suffisantes. Et puis, il y a cette guerre coûteuse au Yémen également. Et ceci dit, ça peut aussi justifier un possible retrait à ce moment-là de ce bourbier yéménite dans lequel il ne sait plus sortir et dont on sait justement qu'il n'a plus rien à gagner et tout à perdre. En revanche, je ne pense pas qu'il risque d'être déstabilisé dans les prochains mois. S'il est un pays qui est déjà très affaibli économiquement, Karim Sader, et qui pourrait être là pour le coup mis à genoux, c'est l'Iran, non ? Oui, tout à fait. C'est ce sur quoi tablent aujourd'hui les Saoudiens. C'est d'achever une bonne fois pour toutes ce croissant, déjà le régime des mollahs de Téhéran, et puis tout son dispositif qui est aujourd'hui, comme on y assiste de Beyrouth à Téhéran en passant par Bagdad, énormément ébranlé. Aujourd'hui se pose la question de l'avenir du Hezbollah au Liban, des alliés chiites locaux en Irak depuis la mort et l'exécution de Qassem Soleimani, et donc en plus un Iran sous sanctions et ne pouvant plus bénéficier de ce qui lui restait comme maigre recette pour la survie de son régime. Je pense qu'aujourd'hui c'est le régime iranien qui va trembler pour le plus grand profit des Saoudiens. Ça va être une guerre d'usure. Pascal Boniface, dans cette reprise à l'hausse de la production qui fait chuter les cours, quelle est la part de coronavirus, quelle est la part de volonté de mettre à genoux l'Iran ? C'est un facteur supplémentaire. On peut dire qu'il y a un élément objectif. Effectivement, la baisse de la demande de pétrole du fait du coronavirus fait que les cours chutent. Mais en même temps, il y a une volonté, et effectivement, non seulement de la part des Saoudiens, mais pour Trump. Si Trump peut voir le régime iranien tomber avant novembre 2020, c'est un magnifique succès pour lui. Voir le régime vénézuélien, par ailleurs. Si l'un de ces deux régimes tombe avant novembre, il pourra dire qu'il a parvenu à faire, sans verser le sang, sans intervention militaire, ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'était parvenu à faire tomber un régime ennemi de la démocratie, ennemi des États-Unis, etc., etc. Donc effectivement, la tentation est grande de resserrer encore un peu plus. On peut dire que l'économie iranienne est garrottée aujourd'hui, et de resserrer un peu le garrot pour faire tomber dans cette fameuse théorie du chaos constructeur,
qui reste à vérifier. On en est prêt d'après vous, parce que le pouvoir iranien qui se retrouve pris en étau entre cette baisse des cours du pétrole et puis le coronavirus, dont une partie de sa population lui reproche de ne pas avoir fait preuve de toute la transparence nécessaire, ça affaiblit davantage? Oui, parce que là, effectivement, la gestion du coronavirus par le régime iranien, elle est mise en cause par la population. Il y a déjà une mise en cause de la population pour avoir abattu cet avion il y a quelque temps. Et là aussi, on va dire, vous n'êtes pas à la hauteur des espérances, vous n'êtes pas à la hauteur de la protection que le peuple attend de vous. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot d'espoir, Mathieu Ozano. Baisse des cours. Alors ça peut peut-être relancer la consommation de pétrole, mais jusqu'à présent c'est l'inverse qu'on observait. Entre coronavirus justement et cette baisse de la demande mondiale, il y a l'espoir de sortir du pétrole ou c'est pas du tout ce qui se... Alors je vais vous répondre de manière un peu paradoxale. Il y a quelque chose qu'on ne regarde pas beaucoup. Vous pourriez poser la question chez Total ou dans une compagnie pétrolière. Les pétroliers aujourd'hui sont très préoccupés par leur capacité à maintenir leur production à moyen terme. C'est-à-dire que les investissements étaient déjà au plancher parce que le prix du baril était déjà trop bas pour faire des investissements pour aller chercher du pétrole qu'on va chercher aujourd'hui à 10 km sous la surface des flots. Et pour le raffiner ensuite. Donc là, il y a des questions qui sont posées par l'Agence internationale de l'énergie, par Total, par un certain nombre d'acteurs très importants de l'économie pétrolière pour dire attention, on n'a pas la capacité de renouveler nos capacités de production pour compenser un phénomène qui est lancinant pour l'industrie pétrolière, c'est-à-dire le déclin de la production existante. Et les Russes ne sont pas du tout à l'abri de ça aujourd'hui, par exemple, ni les Saoudiens, puisque leur production est essentiellement mature, c'est-à-dire soit elle peut se maintenir, soit elle peut décliner pour des raisons géologiques, écologiques. Ni en un mot, Anna Crétin, ni les Américains, puisque le pétrole de schiste, on sait qu'ils demandent des investissements permanents, non? Ils demandent des investissements permanents et des niveaux d'efficacité dans l'extraction permanents et de la recherche aussi pour effectivement assurer un flux de production continue. Mais je voudrais, en termes d'espoir, aussi marquer pour mettre quand même un message sur le fait qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a derrière quand même l'accord de Paris et que sortir du pétrole, ça va au-delà des fluctuations boursières. Merci beaucoup, Anna Crétin, pour cette parole de conclusion. Merci Mathieu Ozano, merci Pascal Boniface, et puis merci à Karim Sader qui était avec nous en direct de Beyrouth. On continue.